Bonjour à tous, merci à la Fondation Garges de me permettre de parler aujourd'hui un petit peu des explorations fonctionnelles au cours du sommeil, avec une approche un peu plus clinique, et je vais essayer de vous convaincre du pourquoi explorer quand même avant de vous parler des méthodes d'exploration, si Jean-Paul, Frédéric et Marjolaine ne vous ont pas encore convaincu, moi c'est le cas, et puis on donnera quelques pistes un petit peu d'exploration et des examens qui sont à notre disposition pour explorer nos patients. Et vous verrez que ce n'est pas toujours facile de les mettre en œuvre du fait d'un handicap parfois sévère. Et je vous donnerai aussi quelques notions à ne pas oublier. Quand on parle de sommeil, effectivement, on pense toujours à la respiration, mais chez nos patients, il y a un certain nombre d'autres problématiques, autres que respiratoires, et qui peuvent parfois un peu perturber l'interprétation de ces problématiques respiratoires si on n'y a pas pensé, si on ne les a pas prises en compte dans le choix de l'examen. Et donc je vais commencer par vous parler d'un patient en fait que certains reconnaîtront peut-être, non pas le patient spécifiquement, mais le type de patient, un patient paraplégique de longue date qui arrive en consultation et qui dans les 20 premières minutes va de manière assez hiérarchique vous présenter ses problématiques de transfert en lien avec ses douleurs d'épaule chroniques, sur la propulsion d'un fauteuil roulant, qui va vous parler de ses problématiques urinaires malgré un traitement plutôt bien conduit et de son inversion de durée nocturne avec la nécessité de 3 à 4 sondages par nuit, des gros volumes à ces sondages urinaires. Puis il vous parlera de son petit escarre. Bref, si vous n'allez pas chercher, il ne vous parlera pas de ce ronflement, de cette somnolence diurne. Et si vous avez la bonne idée d'aller lui poser la question, puisque cette inversion de durée a un petit peu attiré votre attention, et bien vous verrez qu'en réalisant une polysomnographie, vous pourrez identifier un syndrome d'apnée du sommeil relativement sévère chez ce patient, puisqu'il avait presque 54 apnées par heure. Donc il s'arrête de respirer une fois par minute. En plus, il a un petit peu la double peine, puisque vous pouvez constater, quand vous regardez les muscles, je ne sais pas où est la pointe, voilà. Quand vous regardez les EMG des muscles jambiers, vous voyez qu'il y a des activations périodiques au niveau des membres inférieurs de manière répétée sur une page de 5 minutes, avec ici de longues apnées obstructives qui se soldent par des désaturations extrêmement profondes. Et donc tout ça, c'est responsable d'une fragmentation extrêmement importante de son sommeil. Et si vous avez la bonne idée ensuite de l'appareiller, vous verrez que vous allez diminuer sa production d'urine nocturne. Il aura besoin de se sonder un petit peu moins. Et progressivement, sa qualité de vie va s'en sentir améliorée. Alors c'est un peu caricatural, mais c'est pas rare. Et je pense que Jamel pourra confirmer que c'est des patients qu'on voit régulièrement en consultation. Qu'est-ce que j'essaye d'amener un petit peu comme message, c'est qu'en fait les troubles du sommeil, notamment respiratoires, ils sont sous-estimés chez nos patients parce qu'ils ont un certain nombre d'autres plaintes qui arrivent au premier plan. Et donc la première étape, c'est y penser. Y penser. Pourquoi ? Parce que la prévalence, elle est extrêmement élevée dans plusieurs populations de patients neurologiques. On a parlé beaucoup des pathologies neuromusculaires. Vous voyez que chez les blessés médulaires, dans la sclérose en plaques, chez les patients avec séquelles d'accident vasculaire cérébral, on va retrouver des ranges de prévalence extrêmement élevées, même si vous voyez que les chiffres sont très variables, mais ce qui est lié en fait aux caractéristiques des pathologies, puisque les patients ont des tableaux cliniques très variables, les méthodes diagnostiques utilisées dans les études sont extrêmement variables, les critères diagnostiques même évoluent avec le temps et les délais depuis la lésion peuvent entraîner aussi une marge d'erreur. Mais ce qui commence à apparaître dans la littérature, c'est la notion de spécificité de ces troubles du sommeil chez nos patients. Et notamment, par exemple, avec cette étude de Kaminska en 2012, les traitements des apnées du sommeil peuvent entraîner des améliorations spécifiques. Normalement, quand vous traitez les apnées, vous vous attendez à avoir une amélioration de la somnolence. Et par exemple, dans une population de patients avec sclérose en plaques, ces auteurs montraient une amélioration de la fatigue quand même assez habituelle dans cette population. Dans l'accident vasculaire cérébral, la prise en compte et la prise en charge des troubles du sommeil est extrêmement importante, puisqu'on y reviendra après. Les apnées du sommeil majorent, notamment les apnées obstructives, majorent des problématiques vasculaires. Et donc, il y a des données qui démontrent l'augmentation du risque de récidive d'AVC chez les patients qui ont des apnées non traitées. Après, la question qui revient un peu tout le temps, c'est quel est l'œuf, quelle est la poule, et est-ce que les apnées préexistaient avant l'accident vasculaire. Et puis on voit émerger maintenant de plus en plus des études qui étudient spécifiquement la récupération neurologique et la participation en rééducation chez ces patients après prise en charge des apnées du sommeil. Et donc vous voyez que c'est un champ extrêmement intéressant et je ne reviens pas sur les maladies neuromusculaires puisque Marjolaine vous a déjà convaincu de l'utilité de traiter ces patients. Alors on a déjà fait beaucoup de physiologie ce matin, mais pour revenir un tout petit peu sur les apnées obstructives, en fait, s'il y a un message à retenir de cette diapo qui est quand même extrêmement dense, c'est que les mécanismes qui entraînent l'obstruction des voies aériennes supérieures au cours du sommeil sont multiples et que ceci va permettre d'expliquer un peu l'excès de prévalence qu'on retrouve dans nos populations de patients neurologiques.
Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, quand on regarde la diminution anatomique de calibre des voies aériennes supérieures, eh ben, on comprend assez aisément qu'un patient qui perd en autonomie peut prendre du poids et donc avoir une accumulation de graisse autour des voies aériennes supérieures. On peut avoir l'accumulation d'œdème au niveau des membres inférieurs, c'est la théorie des mouvements des fluides. Les œdèmes sont répartis au niveau des jambes, puis quand vous vous allongez, les fluides vont se répartir sur l'ensemble du corps et réduire le calibre des voies aériennes supérieures. Et puis c'est également des patients qui vont consommer un certain nombre de médicaments qui vont pouvoir promouvoir ces événements obstructifs, dont le retentissement en fait est extrêmement intéressant, déjà en population générale, puisqu'elle est associée avec une majoration de la morbimortalité cardiovasculaire. Et donc là, vous pensez tout de suite à vos patients qui ont un handicap neurologique d'origine vasculaire. Est-ce qu'il ne faut pas bien penser à traiter ces apnées pour éviter que les problématiques se reproduisent? Et puis vous pensez à vos patients aussi dans le retentissement sur la vigilance et sur les performances cognitives des apnées, puisque vous avez des patients qui ont des problématiques de cet ordre-là qui vont pouvoir être majorées par un trouble du sommeil. Et donc, peut-être ne pas tout de suite conclure à une nouvelle poussée de sclérose en plaques devant une dégradation cognitive chez un patient qui a pris du poids et qui s'est mis à ronfler. Je ne reviens pas sur les mécanismes des apnées centrales, puisque Frédéric vous en a longuement parlé ce matin, mais pour les appliquer un petit peu à nos populations et à la situation, vous savez qu'il y a deux types d'apnées centrales. La respiration de Cheyne-Stokes qu'on observe dans l'insuffisance cardiaque, qu'on peut somme toute observer chez certains de nos patients, et puis une respiration plutôt ataxique avec des apnées centrales qui vont être liées à des lésions anatomiques au niveau des centres du contrôle de la respiration, soit consécutives par exemple à un AVC, soit à l'utilisation de médicaments qui vont pouvoir perturber la ventilation. Donc, ce qui différencie les apnées obstructives des apnées centrales, c'est la persistance d'efforts respiratoires. Lors d'une apnée obstructive, mes voies aériennes supérieures se ferment et je vais avoir des mouvements du thorax et de l'abdomen pour essayer de réouvrir mes voies aériennes supérieures, alors que l'apnée centrale va correspondre simplement à une interruption du débit respiratoire non associée à des efforts. Je ne reprends pas la physiologie de l'hypoventilation alvéolaire, parce que je ne ferai pas aussi bien que Jean-Paul qui vous a déjà tout expliqué ce matin, mais peut-être revenir sur les messages clés qui sont que le sommeil physiologique déjà va avoir un effet sur la ventilation, et ça on en a longuement parlé ce matin, en diminuant la ventilation. Alors non seulement le sommeil, mais Marjolaine vous l'a dit aussi, le décubitus dorsal, puisque lorsqu'on passe en position de décubitus dorsal, les organes ne vont plus être soumis à l'action de la gravité, vont venir appliquer une contrainte supérieure sur un diaphragme déjà affaibli. Et vous voyez que chez nos patients qui ont par exemple des modifications au niveau du rachis, de la cage thoracique, ou des atteintes directement musculaires, on peut avoir une anomalie de cette balance entre l'activité des muscles respiratoires et la charge qui est imposée, qui va conduire à l'hypoventilation alvéolaire. Alors ceci étant dit, comment explorer? On a plusieurs outils à notre disposition et je vais commencer par les outils simples peut-être de débrouillage qu'on peut utiliser assez facilement chez nos patients directement dans les services de rééducation ou à domicile avec l'aide des prestataires de santé, en commençant par l'oxymétrie. Vous voyez par exemple ici deux tracés assez caractéristiques. Vous voyez ici qu'il y a des saturations relativement profondes qui s'organisent en plage sans retour à la ligne de base, et ce tracé il va être plutôt évocateur d'hypoventilation alvéolaire, même s'il vous faudra des éléments complémentaires pour conclure. Alors que ce tracé, où vous allez voir des désaturations plutôt en dents de scie, va plutôt être évocateur d'apnées obstructives. Et donc les apnées répétées vont donner ce type de profil sur l'oxymétrie. Un autre examen de débrouillage de plus en plus utilisé, qui a le bénéfice de combiner l'oxymétrie et la mesure continue du dioxyde de carbone pendant la nuit, donc la pression transcutanée nocturne en dioxyde de carbone qu'on peut utiliser à la fois au moment du diagnostic, mais aussi pour suivre les patients une fois ventilés, et qui est encore une fois très simple d'utilisation puisqu'il consiste en un capteur qu'on va accrocher sur l'oreille ou sur le front du patient. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'on a souvent tendance à regarder le rapport de l'oxymétrie ou de la capnographie qu'on reçoit en disant « Oh, dis donc, mon patient, pendant 20% du temps, il est en dessous de 90%. » Je vous encourage à regarder systématiquement les courbes des tracés des examens que vous proposez, parce que vous voyez par exemple ici qu'on a un décroché qui va correspondre à un artefact pendant plus d'une heure et qui va majorer un petit peu ces estimations. Ce qui ne veut pas dire ici que notre patient n'a pas un problème, puisque vous pouvez ici aussi, avec un petit peu d'expérience clinique, vous dire qu'il y a des désaturations qui sont organisées en cluster au moment probablement d'une phase de sommeil de grande vulnérabilité qui est le sommeil paradoxal. Mais pensez à regarder les tracés pour savoir si les valeurs qui vous sont données sont interprétables.
On continue d'avancer avec la polygraphie ventilatoire et qui déjà là pose des problèmes d'accessibilité pour un certain nombre de patients, même si ça reste un examen un petit peu moins lourd que la polysomnographie dont on parlera tout à l'heure. Cette polygraphie ventilatoire, elle va nous permettre d'explorer, comme son nom l'indique, la respiration des patients avec des capteurs de débit nasal, des mesures de la thermistance qui va apprécier la respiration buccale, et puis une mesure de l'effort respiratoire, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est important pour caractériser les événements, et le plus souvent, ce sont l'association de ceintures au niveau du thorax et de l'abdomen. Et souvent, en pratique, nous, on reçoit beaucoup de demandes de polygraphie ventilatoire où le raisonnement du prescripteur, ça a été bon, les délais de polysomnographie, c'est un petit peu long, je ne sais pas trop ce que je recherche, allez, je vais faire une polygraphie de débrouillage. C'est exactement le raisonnement inverse qu'il faut avoir. La polygraphie, elle n'enregistre pas le sommeil, elle n'enregistre que la respiration. Et donc, si vous n'avez pas déjà une suspicion assez avérée de troubles respiratoires, eh bien, vous allez faire fausse route. Par exemple, chez votre patient qui va avoir des mouvements périodiques des jambes, vous ne les verrez pas. Si vous enregistrez un patient insomniaque en polygraphie, vous ne verrez pas le sommeil et donc vous allez minimiser sa problématique respiratoire, puisque pendant tout le temps de l'enregistrement, il ne va pas dormir et pendant le temps où il sera éveillé, tant que vous ne pourrez pas évaluer, il n'aura probablement pas d'événements et donc les événements seront minimisés. A contrario, la polysomnographie, qui est d'installation beaucoup plus chronophage, d'autant plus que le handicap du patient peut être élevé, va nous permettre de classer et de caractériser le sommeil en définissant différents stades à l'aide d'un électroencéphalogramme, d'une mesure des mouvements oculaires et d'une mesure du tonus mentonnier, tout en associant les signaux respiratoires précédemment cités. Et donc vous devez privilégier cet examen, à la fois quand finalement vous avez une suspicion de trouble respiratoire qui est peut-être un peu moins importante à la fois sur la clinique et les résultats des examens complémentaires qui vous ont été présentés au préalable, mais aussi quand vous avez une suspicion d'autres troubles du sommeil ou que ce soit de troubles de mouvement ou de la continuité du sommeil. Comment on les score, ces événements? Et je vais vous montrer quelques exemples après. On parle d'apnée du sommeil quand on a une diminution du débit respiratoire de plus de 90% pendant une période de plus de 10 secondes. Si cette occlusion, si cette diminution de débit est associée à une persistance d'effort respiratoire, je vous l'ai dit le plus souvent apprécié par les ceintures, on va parler d'apnée obstructive. Si on a une interruption du flux aérien et de la contraction des muscles inspiratoires, on parlera d'apnée centrale. Et en fait, quand on regarde la littérature, il y a plus de 30% de ces événements, lorsqu'on utilise des ceintures, qui sont mal classés quand on les compare à un autre examen dont je vais vous parler après, qui est le gold standard pour la mesure de l'effort respiratoire. Donc vous voyez que déjà, on a des erreurs au moment du classement de ces événements, ce qui pose problème parce qu'on ne traite pas forcément de la même façon les événements obstructifs et centraux. Et puis, les apnées mixtes, ce sont des apnées qui débutent comme une apnée centrale et qui se terminent comme une apnée obstructive. Et les hypopnées sont des limitations de débit avec une diminution du flux de plus de 30% pendant au moins 10 secondes. Et là, c'est très intéressant. Il faut qu'elle soit associée à une désaturation d'au moins 3% ou à un micro-éveil. Et vous comprenez encore une fois que quand vous allez décider de faire une polygraphie ventilatoire, si les événements sont peu désaturants, vous n'aurez pas les micro-éveils et vous serez à risque de minimiser votre problématique respiratoire. Donc si vous envoyez un patient un peu limite, vous êtes à risque de passer à côté du diagnostic. Ici, je vous ai remis un exemple assez caractéristique de diminution du débit nasal avec un arrêt de la respiration buccale, une désaturation extrêmement profonde. Et vous voyez que les mouvements thoraciques et abdominaux sont en opposition de phase avec une persistance de l'effort respiratoire. On est évidemment face à une apnée obstructive. Ici, vous avez encore une fois des interruptions du flux nasal de plus de 10 secondes avec cette fois-ci un arrêt des efforts respiratoires qui s'associent également à des désaturations et qui sont plutôt évocatrices d'apnée centrale. Donc pour votre culture, effectivement, si on utilise le plus souvent les ceintures, il y a tout un tas d'autres dispositifs qui permettent de mesurer l'effort respiratoire. Je rappelle que le GOS standard, c'est la mesure de la pression œsophagienne, mais c'est relativement invasif et on l'utilise plutôt à des fins de recherche et pas vraiment en pratique clinique. Les sangles thoraco-abdominales, on en a parlé. Certaines équipes utilisent le temps de transit de l'onde de Poux, qui permet également d'évaluer les caractéristiques obstructives ou centrales des apnées, mais aussi la mesure des mouvements mandibulaires ou encore d'autres mesures comme la pression susternale et l'électromyogramme.
Alors, les explorations, c'est aussi le suivi de la ventilation. Et le suivi de la ventilation à domicile, s'il vous plaît, n'envoyez pas systématiquement vos patients tous les ans pour une polysomnographie de contrôle sous ventilation non invasive. Commencez par explorer cliniquement comment il se comporte avec sa machine, puis à regarder les rapports qui sont désormais disponibles dans les différents ventilateurs et qui vous apportent un certain nombre d'informations extrêmement précieuses sur à la fois l'observance, mais aussi les pressions, les fuites et les obstructions résiduelles, et à confirmer éventuellement ces résultats en y associant des oxymétries et des capnographies à domicile. Vous voyez que vous avez aussi la possibilité d'avoir des données détaillées sur la nuit. Et ici, par exemple, vous pouvez voir que votre patient n'avait absolument pas de fuite, mais que on parle d'une pression positive continue autopilotée ici, donc on n'est pas sur une ventilation à deux niveaux de pression. La machine détecte l'obstruction et fait monter la pression pour lever l'obstruction, sauf qu'on avait mis une limite supérieure à 16. Et vous voyez qu'au moment où il monte à 16, il reste un certain nombre d'obstructions. Donc peut-être que la solution sera de ouvrir un petit peu nos bornes supérieures, d'autant plus qu'on n'est pas très inquiet sur la majoration des fuites qu'il n'a pas pour l'instant. N'oubliez pas que les troubles respiratoires, s'ils sont extrêmement prévalents chez nos patients, ne sont pas isolés. Et notamment, il y a un certain nombre de preuves maintenant que les mouvements périodiques des jambes, notamment chez les blessés médulaires ou les patients avec sclérose en plaques, sont extrêmement fréquents. Il nous est arrivé de recevoir un certain nombre de patients dans les services de rééducation pour diagnostic différentiel de spasme. En fait, l'indication, c'était recrudescence de spasticité nocturne malgré l'implantation d'une pompe à liorézal. Oups. Vous enregistrez ce patient, il a effectivement des mouvements périodiques des jambes, qui est une pathologie purement nocturne, qui ne bénéficiera pas de la pompe à liorézal et qui le plus souvent peut être pris en charge assez simplement s'il existe une carence en fer par une supplémentation ou éventuellement par des médicaments, des agonistes de la dopamine. C'est quand même dommage d'en arriver à implanter un dispositif invasif dans ce genre de situation. Donc pensez-y, et pensez-y d'autant plus que si vous n'avez pas interrogé vos patients et qu'encore une fois vous leur faites une polygraphie ventilatoire, la survenue de ces mouvements périodiques va perturber l'interprétation de votre tracé puisque vous n'aurez pas les muscles jambiers et qu'il y aura des modifications de la respiration probablement en rapport avec les éveils qu'ils peuvent entraîner. Enfin, souvenez-vous aussi que certaines thérapeutiques qui sont fréquemment utilisées chez nos patients, comme les opioïdes par exemple, peuvent donner des apnées centrales. C'est le cas aussi du baclofène, pour lequel l'équipe de Grenoble a mis en évidence un signal de pharmacovigilance, mais c'est assez dose dépendant et c'est finalement plus retrouvé dans les doses qu'on utilise pour le sevrage éthylique, qui sont très loin des doses qu'on donne en péros et que Jamel n'avait pas retrouvé avec le baclofène en intratécal en 2006. Et puis n'oubliez pas que avant tout le sommeil c'est une problématique comportementale et de rythme, et donc pensez à interroger vos patients sur leurs habitudes, même si parfois les perturbations des rythmes et notamment des perturbations des productions de l'hormone du sommeil, la mélatonine, peuvent être aussi liées à la lésion neurologique, comme ça peut être le cas chez le blessé médulaire, puisqu'en fait les boucles de régulation de l'hormone du sommeil font relais au niveau de la moelle épinière et que donc une section à ce niveau-là peut entraîner des problématiques de la continuité et de l'initiation du sommeil. Pour résumer, le sommeil, et notamment les troubles respiratoires du sommeil, chez nos patients, c'est des barrières à toutes les étapes. Au moment du diagnostic, je dirais la première barrière, c'est d'y penser devant un patient qui ne va pas forcément arriver en vous parlant de son ronflement et de sa somnolence au profit d'un certain nombre d'autres problématiques extrêmement importantes. La problématique de l'accessibilité, pour laquelle nous on est un petit peu biaisé, puisqu'on a la chance d'avoir des chambres dédiées pour les patients les plus lourds directement dans les services de rééducation, afin que les patients puissent rester au contact des infirmières qui connaissent les problématiques d'HRA, de changement de position pendant la nuit. Mais c'est malheureusement pas le cas partout, et dans ce cas-là, pensez déjà aux examens de débrouillage qui sont plus facilement accessibles. Des barrières au moment du traitement. C'est bien gentil de diagnostiquer un trouble respiratoire chez votre patient, mais si vous devez le ventiler, vous verrez que les masques actuels sont relativement difficiles à la fois d'installation et de retrait, et il faut que la collaboration entre les médecins du sommeil et les spécialistes de rééducation, et notamment les ergothérapeutes, se développe pour améliorer l'accessibilité de ces patients au traitement, et qui plus est un traitement qu'on introduit déjà dans un environnement un peu surchargé médicalement. Donc pour conclure, dans le champ des pathologies et du handicap neurologique, on peut avoir, pour un certain nombre de raisons qui ont été évoquées toute la matinée, une majoration de la survenue des troubles
du sommeil, notamment respiratoire. Et à mon sens, l'avenir est à la collaboration entre les spécialistes du sommeil et les centres de rééducation, les médecins de rééducation, les infirmières, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, notamment pour dépister chez ces soignants qui sont au plus près des patients les problématiques du sommeil, d'autant plus que ces problématiques-là peuvent aggraver les problématiques neurologiques et je dirais parfois être confondantes. On l'a vu comme c'était le cas avec l'inversion de Durez ou les spasmes qui en fait n'en sont pas. Je vous remercie pour votre attention. Oui, la grande mode, c'est l'ambulatoire actuellement, le patient chez lui, etc. Est-ce qu'on a des niveaux, enfin, des études de validation des enregistrements ambulatoires à domicile? Je pense aux techniques de type apnéa-link ou de type PCO2 transcutané faites par les prestataires, justement. Est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est suffisant pour surveiller les patients à domicile en dehors de l'accès à la polygraphie ou la polysomnographie en centre? Ou est-ce qu'on n'a pas de données? Alors, à ma connaissance, on n'a pas de données sur le développement de ces techniques-là. C'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place, en revanche. Et c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir, justement avec les prestataires, avec les barrières, qu'on ne peut pas faire tous les types d'examens, effectivement, au domicile. Et que souvent, les oxymétriques, apnographies, on l'a vu, sont un petit peu réductrices et qu'il faut une association de différents paramètres, finalement, pour statuer sur le diagnostic respiratoire des patients. C'est l'avenir, c'est sûr, chez ces patients-là. On le sait, nous qui recevons des patients un petit peu de toute la France qui viennent se faire évaluer dans des services spécialisés de blessés médulaires ou de pathologies neuromusculaires. On a des délais qui sont parfois un petit peu longs pour les reprendre derrière, pour les réévaluer. Et donc c'est effectivement une question très intéressante d'avenir, mais malheureusement pour l'instant on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça, spécifiquement en tout cas dans ces populations-là. Est-ce qu'il y a des études de lien entre le caractère aigu de la lésion et un intérêt éventuel de surveiller tout ce qui est troubles respiratoires du sommeil au niveau par exemple de la récupération et puis aussi de tout ce qui est retard de diagnostic? C'est-à-dire qu'on est chez des patients qui sont aisément somnolents du fait de leur lésion. Et ça va d'autant plus confondre, je pense, les praticiens qui sont confrontés à ce patient. Merci, c'est une excellente question. Alors effectivement, la difficulté des équipes qui ont essayé de s'intéresser à ça, c'est que c'est pas évident de faire des diagnostics de syndrome d'apnée du sommeil en aigu quand le patient est confronté à la thrombolyse, la thrombectomie, et dans des populations de médecins qui ne sont pas forcément sensibilisés à ces problématiques-là. Ce qui est intéressant et ce qui a déjà été fait et montré, c'est qu'effectivement, quand on regarde précocement, on va avoir tendance à avoir un peu plus de syndrome d'apnée du sommeil, que dans un certain nombre de cas, ceux-ci vont pouvoir régresser. Donc finalement, quid de l'intérêt? Alors il faudrait peut-être regarder sur la récupération, la mise en place précoce de ces traitements s'il y a un rôle, mais finalement, pour l'instant, l'attitude, c'est peut-être parfois plus, quand on n'est pas devant des troubles respiratoires très très sévères, de recontrôler un tout petit peu à distance, parce que finalement, il y en a un certain nombre, je pense notamment dans le cadre de l'AVC, un certain nombre de patients qui s'améliorent sur le plan respiratoire à distance. Alors, il y a quelques preuves qui émergent effectivement sur le bénéfice de la prise en charge en rééducation, mais à ma connaissance, ce n'est pas encore des prises en charge très précoces, même si je sais que l'équipe de Grenoble, et notamment Sébastien Bayeul, qui est également MPR et qui travaille en physiologie du sommeil, a une très belle cohorte là-dessus et qu'il aura probablement très bientôt des données à nous présenter. Merci beaucoup.